quoi de mieux qu'une IA pour poser des questions sans tabou sur le métier de commercial? Je me suis connecté et j'ai dit à ChatGPT, comporte-toi comme un commercial débutant. Ton nom est désormais Simon. D'accord, bonjour, je m'appelle Simon. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Oui, Simon. Parce que j'avais envie, c'est comme ça. Pose-moi les 10 questions de ton choix. Ça peut toucher à tous les sujets, y compris ce tabou ou ceux qui t'inquiètent le plus. Tu as face à toi un commercial qui a 10 ans d'expérience et qui est prêt à répondre à toutes tes questions sans filtre. Si tu ne me connais pas encore, le commercial en question, c'est moi, enchanté. Je m'appelle Valentin et j'ai vendu pour plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires et j'ai créé cette chaîne pour t'aider à mieux vendre. Alors fais péter les questions, mon Simon. Comment gérer le rejet et la pression constante pour atteindre des objectifs de vente? Alors déjà, il faut savoir, quand je prends le début de tes questions sur le rejet, que le rejet, c'est quelque chose qui est normal parfois. Il faut que tu gardes en tête que tu restes quelqu'un qui ne connaît pas la personne que tu contactes, qui apparaît dans sa vie sans crier gare, peut-être pas un bon jour, pas un bon moment, et que si cette personne est amenée à te rejeter, c'est tout sauf personnel. C'est pas toi en tant que personne, ce n'est pas toi Simon que la personne va rejeter parce qu'elle ne t'aime pas, parce qu'elle a quelque chose contre toi. Non. Ce qu'elle rejette, c'est simplement le fait d'avoir été peut-être dérangé, sollicité à un moment qui ne lui convenait pas. Tu as en face de toi un être humain, toi tu es humain, t'aimes pas être rejeté. Peut-être que la personne en face n'est pas une mauvaise personne, c'est d'ailleurs rarement le cas, mais simplement tu ne l'as pas contactée à un moment opportun, donc elle est en droit de t'envoyer bouler, poliment bien sûr, mais c'est son droit. D'ailleurs, si elle t'envoie bouler, c'est peut-être parce que c'est pas le bon moment, c'est peut-être aussi parce que tu n'as pas eu la bonne approche. Donc j'en parle dans beaucoup de mes vidéos, mais il faut aussi que tu adaptes ton approche pour ne pas être un bourrin et arriver de façon cohérente en titillant sa curiosité. Ensuite, concernant la pression des objectifs de vente, ça c'est clair que tu vas avoir la pression. En fait, par définition, ton métier, ça va être d'atteindre un objectif, c'est comme ça. Et ça a du bon et du moins bon. Le bon côté des choses, on peut commencer par là, pour une note positive, c'est que on va pas regarder à quelle heure tu arrives au bureau, à quelle heure tu repars du bureau, à partir du moment où tu fais tes objectifs de vente. Donc après une petite traversée du désert, comme beaucoup de débutants, tu peux avoir un emploi du temps que tu peux gérer un peu comme bon te semble, toujours en cohérence par rapport à la disponibilité de tes clients, mais au final, cette pression peut être très positive parce que, tu peux complètement t'extraire de contraintes de bureau, de contraintes géographiques, en fonction de la boîte où tu es et de sa politique en termes de télétravail, mais ça peut être absolument génial. Après la pression, tu l'auras quoi qu'il arrive, surtout que dans ce métier, c'est jamais assez, hein, c'est un peu comme des sportifs. Quand tu atteins un objectif, l'objectif annuel par exemple, tu as à peine eu le temps de dire ouf, que généralement, début d'année, paf, ton manager arrive et te dit Simon, c'est super mon Simon, tu as réussi à faire tes X milliers d'euros de vente cette année, bravo. Eh bien, pour mettre un petit peu de challenge, on va augmenter un petit peu l'objectif, voilà. Mais Simon pourra négocier, pourra demander peut-être une réévaluation de son salaire, des choses comme ça, mais on va toujours t'en demander plus, en tout cas souvent, et ça c'est normal. Et le tout c'est d'avoir en tête un plan de bataille. En fait, il ne faut pas te dire que on va te demander de faire, par exemple, 500 000 euros et ça va te tomber du ciel, parce que là, évidemment, ta pression va être énorme. Ce que tu vas devoir faire, c'est réussir à avoir un plan de bataille en te disant, ok, pour arriver à ces 500 000 euros, comment je les répartis ? Quelle est ma part de clients déjà existants? Comment je peux développer les comptes? Quelles actions je peux mettre en place pour augmenter le panier moyen, faire de l'upsell, des choses comme ça? Qu'est-ce que je dois aller chercher en nouveaux clients? Et comment je le fais? Est-ce que je fais 30 appels par jour tous les jours? Est-ce que je me fais des journées dédiées à des sessions d'appels où j'en fais 60 par jour? Combien de nouveaux rendez-vous il te faut par semaine, par mois? Et quel taux de transformation tu vises? Donc là, je donne plein d'exemples un petit peu confus, mais tu as l'idée générale. Le tout, c'est de ne pas te dire j'attends, je panique, je sais pas, il faut juste que je fasse cet objectif-là. C'est de le décomposer. D'ailleurs, tu peux demander de l'aide à ton responsable commercial. Tu peux me demander de l'aide à moi aussi, tu peux me contacter par mail. Hein. On peut y réfléchir ensemble, mais il faut juste que tu structures ça et que tu aies un plan de bataille. C'est exactement comme en course à pied. Évidemment que si on te dit tiens, dans 2 mois tu vas courir un semi-marathon, ça fait flipper de ouf. Et c'est normal. Mais si tu te dis, dans X mois, je dois courir 21 km, comment je décompose ça entre l'instant T, là, actuel, et le jour J,
le jour de la course, comment je mets en place un planning d'entraînement pour monter au fur et à mesure en compétences et arriver le jour J avec toutes les chances et toute la préparation nécessaire pour y arriver. Question suivante. Comment bâtir des relations durables avec les clients? Quelle stratégie spécifique utilisez-vous pour créer un lien de confiance avec vos clients et les fidéliser? Alors on dit souvent que ça commence par une bonne impression. Et pour moi, je pense que faire une bonne impression, ça nécessite que tu connaisses ta cible. C'est-à-dire que tu sais parmi les services ou les produits que tu vends, à quelle cible tu vends ça, ou par famille de produits ou services, à quelle typologie de client tu vas vendre. Et chaque typologie de client va avoir des problèmes bien spécifiques, des enjeux bien spécifiques, des objectifs, des contraintes réglementaires très spécifiques. Ça dépend de ton secteur. Mais plus tu vas connaître ces clients, plus tu vas pouvoir, lors de ton premier pitch, de ta première prise de contact, leur montrer que tu connais leur univers. Alors attention, tu peux vendre à un type de client qui a un type de problème. Au sein de ce groupe de clients ou de prospects, chaque personne est unique et chaque client a des problèmes spécifiques. Mais déjà, si tu les contactes en disant moi je suis Simon, j'aide tel type d'entreprise à résoudre tel type de problème parce qu'on a constaté que X, Y, Z et nous, on propose de résoudre ça de telle façon. Si tu montres que tu connais les problèmes de ta cible, que tu baignes dans leur milieu et que ça déclenche chez eux une émotion, ils vont t'écouter. Donc ça, c'est un peu la base de la confiance, c'est arriver en disant, voilà, ce qui m'intéresse, c'est vous, je connais vos problèmes, je connais votre secteur. Ça commence comme ça. Et une fois que tu as réussi à accrocher leur attention avec la connaissance de leurs problèmes et de leur secteur, là, tu vas les écouter. Parce que parler un petit peu pour donner envie, pour déclencher un premier rendez-vous, c'est super, mais si tu t'enfonces trop et que tu déballes ton offre ou tu parles de toi, de ta boîte, là tu vas les perdre parce que à partir du moment où tu as réussi à choper leur attention, il faut que ton client parle de lui. Donc là, toute ta compétence, ça va être de rebondir, poser des questions, se taire, laisser des silences, écouter, pour vraiment aller sincèrement t'intéresser à leurs problèmes, à ce qu'ils veulent résoudre, pourquoi ils veulent le résoudre, toujours différencier le besoin qui est exprimé et l'enjeu, et c'est ce qui va créer de la confiance et une bonne base de relation avec tes clients. Et une fois que tu travailles avec eux, ton objectif, au-delà du produit ou du service que tu vends, ça va être de leur faciliter la vie. Ça va être de leur faire gagner du temps, de l'argent. Je te donne mon exemple à moi pour un cas concret. Moi, je fais de la vidéo. Donc, j'ai une agence qui s'appelle Vidéonaute et qui aide les entreprises à communiquer. Je n'irai pas plus dans le détail, c'est pas le sujet. Maintenant, on travaille avec certains types de clients, dont des responsables de communication, et il faut aller au-delà de ton service pour leur faire gagner du temps. C'est-à-dire que une fois que je travaille avec un client et que je connais bien ses équipes, les différents départements qui composent l'entreprise, je connais les différentes personnes et j'hésite pas à dire à ma cliente il faut contacter Stéphane, si ça te va je le fais pour toi, il faut transmettre la facture à la comptabilité, si ça va je le fais pour toi, je te garde en copie de mon email, mais je lui offre des possibilités de gagner du temps, de gagner du confort. C'est ce qui fait parfois la différence entre toi et un prestataire, le fait que tu connaisses ce client, tu lui facilites la vie, il est à l'aise avec toi, tout est fluidifié. Et dans ces cas-là, il a moins de chances d'aller voir ailleurs pour le service ou le produit précis que tu proposes. Et tu crées de la confiance et tu es vraiment dans une démarche long terme. Quelles sont les compétences les plus importantes à développer pour réussir dans ce métier? Il y en a plein des compétences à avoir. Il y a différents types de commerciaux. Mais si je devais répondre là, ce qui me vient en substance, ce serait ça. Déjà, savoir pitcher. Savoir pitcher parce que ça va te servir quand tu vas te présenter pendant des événements, quand tu vas faire de la prospection téléphonique pour déclencher un premier contact et, comme je l'ai dit avant, attiser la curiosité. Que les personnes en face comprennent simplement ce que tu fais et que tu arrives à être suffisamment original pour qu'ils se disent « Ah, c'est pas encore un prestataire qui fait ça ». Même si c'est un produit ou un service classique, tu dois avoir une façon précise de le proposer, de le présenter et de montrer une différence. Ça, j'en parle aussi souvent dans mes vidéos. Il faut que tu connaisses ta différence sur le marché par rapport à tes concurrents. Donc, le pitch, c'est extrêmement important. Si tu ne sais pas pitcher et que tu dois aller trouver des nouveaux clients, c'est mal barré. Comme je l'ai dit avant, il faut savoir être à l'écoute et poser des questions pertinentes. Ça, c'est hyper important pour faire rebondir la discussion, mais pas avoir une discussion où toi, tu réfléchis à comment tu vas être plus intelligent et plus pertinent que l'autre,
mais pour l'aider à s'exprimer, exprimer ses objectifs, ses besoins et comment tu peux l'aider. Tu dois gérer les silences. Un silence, c'est pas forcément négatif. Et ça, crois-moi, j'ai mis beaucoup de temps à l'apprendre. On a tous tendance à vouloir compenser des silences à des moments où parfois le silence est hyper sain et il permet justement à ton client de livrer la petite information en plus. Donc, accepte les silences. C'est ultra puissant. Si tu apprends à compter jusqu'à 3, 4, 5 secondes dans ta tête quand il y a un blanc dans la discussion, des fois ce sera bizarre, mais montre que tu es à l'aise avec cette bizarrerie. Que t'es pas le petit junior qui stresse dès qu'il y a plus un mot qui est dit dans la conversation, et tu verras que ça fait sortir des pépites souvent. Ne pas chercher à plaire à tout prix. Quand tu as un avis, quand tu as une recommandation à faire, ton client va apprécier que tu ne le brosses pas dans le sens du poil. Crois-moi, il y a beaucoup de personnes qui sont sollicitées, des clients, des décideurs, des directeurs et des directrices, qui sont trop habitués à ce que les prestataires en face disent amène à tout, leur fassent plaisir. Alors, si tu es d'accord avec le client, et que tu as un compliment à lui faire, vas-y. Mais si tu sais, de par ton expérience, que selon toi, c'est pas la bonne façon de faire, selon toi, il se plante et tu as une meilleure recommandation pour lui, vas-y. Le client, le prospect te dédie du temps, c'est qu'il te considère, c'est que tu as a priori des compétences à lui apporter. Donc, il ne faut pas chercher à plaire à tout prix, il faut que tu amènes ta différence, il faut que tu amènes ton opinion, si tu penses que à la fin, ça va lui servir. De la même manière, il ne faut pas que tu aies peur de parler d'argent. Alors, pas de panique, au début, personne n'est à l'aise avec ça. Moi, au début, annoncer un budget à 1000, 5000, 10 000 euros, ça me semblait énorme parce que je rapportais ça à l'argent comme si c'était le mien et comme si on me demandait de le dépenser. Or là, tu parles à des entreprises. L'argent, chacun a ses valeurs en tête, chacun a ses budgets. Quelque chose qui est cher pour toi et peut-être pas cher pour quelqu'un d'autre, et inversement. Et enfin, parce que là, je m'éloigne un petit peu, une dernière compétence à avoir, c'est réussir. Alors, comme je l'ai dit, à écouter, à rassembler des informations, à faire du multitâche, parce que pendant que tu écoutes sincèrement le client, il faut aussi que tu processes pour à la fin prendre des notes, rassembler de la donnée, de l'information pour faire la proposition pertinente. C'est-à-dire que tu vas avoir un grand éventail de solutions, de produits, d'arguments, de choses que tu pourras mettre dans une proposition commerciale. Le but d'écouter, de rebondir, de formuler, de noter ce que dit ton client, ton prospect, c'est qu'à la fin, tu dois faire un condensé qui doit vraiment être une pépite qui va le convaincre et qui va lui montrer que tu as la meilleure solution pour lui. Quel a été votre plus grand défi professionnel et comment l'avez-vous surmonté ? Le plus gros challenge pour moi, ça a été quand en 2015, je suis arrivé en tant que commercial, donc business développeur, donc commercial à chasseur. C'était ma première expérience, non pas en tant que vendeur, mais en tant que vrai commercial. Je ne savais pas encore ce que ça voulait dire à l'époque et c'est là que j'ai découvert ce que ça voulait dire. C'est-à-dire que je suis arrivé, on m'a dit tiens Valentin, ton PC, ton téléphone, ton job c'est de ramener 250 000 euros pendant la première année, mais on ne te donne rien. Tu vas aller les chercher. Et donc, c'était une vraie expérience parce que j'ai dû partir de rien du tout, créer mes listes de prospection, appeler les gens moi-même, envoyer des messages sur LinkedIn, c'était les débuts de LinkedIn, envoyer des mails et me démerder et faire toute la gestion commerciale de la prospection sans client existant, faire les premiers rendez-vous, faire la signature, fidéliser le client et confier ses projets aux bonnes personnes en interne. Et ça se finissait même par aller faire payer le client. C'est-à-dire que j'étais responsable du paiement de la facture. Si ce n'était pas le cas, je n'avais pas de prime. Et j'étais aussi responsable de faire une certaine marge. Sinon, eh bien, mes primes diminuaient. Donc c'était très rude. Ça faisait beaucoup de choses à apprendre d'un coup. Ça a été assez vertigineux et pas forcément simple au début. Finalement, j'ai fait ce job-là pendant 3 ans. Ça a été un des jobs les plus durs que j'ai fait et en même temps le plus formateur puisque quand j'ai dû créer ma boîte quelques années plus tard, ça a été relativement simple. En fait, tous les réflexes, je les avais déjà. Non pas que j'étais parfait partout, mais j'étais à l'aise. En fait, dans ma tête, j'avais un mode d'emploi où je savais comment faire et dans quel ordre pour faire rentrer de l'argent et pour pérenniser mon affaire. Donc pour ça, le job de commercial, quand c'est un job complet comme celui que je t'ai décrit juste avant, bah c'est une tuerie. Comment gérez-vous la concurrence, surtout dans des marchés très compétitifs ? Bah là ça va être hyper simple. Moi je suis dans un secteur qui est très compétitif puisque ce sont les agences de communication et qu'on est plusieurs centaines je crois en Île-de-France. En tout cas dans tout ce qui est communication vidéo. La solution quand tu es dans un milieu comme celui-ci, très compétitif, c'est d'avoir une différence, d'avoir une spécialisation ou de t'adresser à une niche.
Si tu fais la même chose que tout le monde, que tu pitches de la même façon, et que quand tes clients regardent les offres et que c'est la même chose, ils vont regarder quoi? Ils vont regarder le prix, tu n'auras pas de valeur perçue. Donc, plus tu te spécialises, plus tu prends un parti pris, moins tu cherches à plaire à tout le monde, plus ça marchera sur certains projets. Voilà. Donc, différence, spécialisation et niche. Y a-t-il des sujets tabous ou des pratiques dans l'industrie que vous pensez être incorrectes ou problématiques? J'aimerais entendre votre opinion honnête sur les aspects moins reluisants de notre métier. Quand il parle de l'industrie, j'imagine qu'il parle du métier de commercial en général. Alors oui, bien sûr, moi j'ai vu des choses pas très jolies dans le milieu commercial. J'ai vu des managers toxiques. J'ai vu des managers qui avaient des primes par rapport à ce que leurs équipes faisaient. Donc certaines managers pouvaient avoir tendance à recruter des jeunes commerciaux, à leur vendre du rêve en leur disant vas-y, charbonne, contacte des boîtes, etc. Moi j'avais une très bonne manager que j'embrasse au passage, Alexandra, si tu passes par là. Mais certains managers, en fait, n'hésitaient pas à vraiment essorer les jeunes commerciaux. Puis, une fois que ces commerciaux avaient ramené des clients mais qui pétaient un câble, ils se barraient. Le manager récupérait les comptes, le redonnait à des nouveaux commerciaux, sauf que cette fois-ci, tout le pourcentage de vente était pour lui. Donc je voyais vraiment des gens faire des salaires énormes, mais sans être bienveillants avec leurs équipes. J'ai vu aussi des personnes craquer, hein. J'ai vu des gens faire des crises, des espèces de crises de panique dans l'open space. Je pense que l'ambiance où j'ai été à ce moment-là y a contribué. Donc il y a ce genre de choses. Et aussi, je dirais qu'il y a parfois cette espèce de mentalité chez les commerciaux de work hard, play hard, donc travaille beaucoup, cravache, mais fais la fête en conséquence. Et ça peut aussi avoir des petites dérives où les collègues, pour évacuer la pression un peu trop forte des journées accumulées, vont avoir tendance à aller faire un peu trop la fête, à un peu trop picoler, voire même tomber dans d'autres types de dérives. Évidemment, ça, il faut éviter. C'est super important d'avoir un bon esprit d'équipe et de se retrouver parfois entre collègues, parce que c'est ce qui est aussi génial dans le métier de commercial, mais il ne faut pas aller trop loin. Les dérives que j'ai décrites là, je ne pense pas qu'elles soient propres au métier de commercial. Je pense que dans beaucoup de métiers, il y a ce type de problème. Dans l'agriculture, on voit qu'il y a pas mal de suicides, il y a vraiment des gens qui sont bien plus à plaindre que les commerciaux. Voilà, donc il faut savoir qu'il y a parfois des dérives comme celle-ci, et si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je pourrais en reparler plus longuement, mais ça va. On n'est vraiment pas une catégorie socio-professionnelle à plaindre, on gagne bien notre vie, et je pense qu'il y a de moins en moins d'ambiances comme celle-ci. Voilà. Comment restez-vous informé des dernières tendances et innovations dans votre domaine? Donc si le domaine en question c'est la vente, je fais comme beaucoup de gens, je regarde des vidéos YouTube comme vous faites maintenant, et vous faites bien. Je lis des articles, j'échange beaucoup avec des amis, des anciens collègues, des commerciaux, parce que c'est toujours super cool de voir ce qu'ils deviennent, de voir quelles sont les techniques qu'ils utilisent, les stratégies, même quand parfois les secteurs sont très différents. Ce que tu peux faire aussi, j'en profite pour caler ça là, mais moi j'envoie régulièrement des emails privés. Tu peux t'inscrire, c'est le premier lien que tu verras dans la description. Et une fois de temps en temps, quand j'ai une technique à partager, un retour d'expérience, je l'envoie à ma liste. C'est aussi dans cette liste-là que j'envoie parfois des outils à utiliser et mes formations, quand je sors une formation une fois de temps en temps. Donc tu peux t'inscrire et nous rejoindre, on est bientôt 400 à y être. Comment équilibrer le travail et la vie personnelle dans un métier aussi exigeant? Avez-vous des conseils pour maintenir un bon équilibre sans compromettre la performance professionnelle? Alors oui mon Simon, oui mon bon Simon. Alors déjà, il faut se calmer. On est dans un métier où il y a beaucoup d'attentes, où pour ne pas rater des affaires, il faut qu'on soit réactif, il faut qu'on montre aux clients qu'ils peuvent compter sur nous à tout moment, mais on ne sauve pas des vies. C'est-à-dire que si à un moment tu es en vacances, tu as sûrement un collègue qui peut pallier à ton absence pour envoyer un mail en interne, répondre aux clients. Si tu es en famille le soir et que tu as une demande de devis qui arrive à 20h, eh bien c'est à toi de voir. Quelles sont tes limites? Est-ce que la demande de devis est urgente? Est-ce que c'est un client pour qui il va y avoir des conséquences si tu envoies un devis que le lendemain à 10h? Ou est-ce que pas du tout? Voilà, c'est vraiment à toi de faire tes choix, parce que tu vas être jugé sur tes chiffres et pas sur ton temps de présence. C'est à toi de voir quand ça vaut le coup ou pas, de mettre tes limites et te dire que tu ne sauves pas des vies. Et un vrai truc qui peut t'aider, c'est d'organiser tes journées. C'est un des trucs, c'est con, hein, mais un des trucs les plus compliqués en tant que commercial, c'est de prendre ton agenda,
de te bloquer des créneaux et d'essayer de ne pas te disperser parce que tu auras toujours des choses à faire. Mais si tu ne les priorises pas et si tu ne te cales pas des créneaux dédiés à ça, tu peux vite te retrouver à faire plein de choses dans tous les sens sans être efficace, ce qui va en effet t'amener parfois à être au bureau encore à 20h, 21h. Mais il y a un moment, hein, on est tous humains, on a besoin de rentrer, de se reposer parce qu'après, il y a un moment donné où le corps est fatigué, on fait rien de bon, on se stresse et on se met à dos ses proches parce qu'on n'est pas assez présent. Donc il y a plusieurs choses à faire, c'est te mettre des limites et t'organiser. Pour résumer, tout simplement. Quels sont les changements que vous avez vus dans l'industrie au fil des ans et comment vous y êtes-vous adapté? Alors en fait c'est assez paradoxal parce que je trouve que ces dernières années, il y a eu pas mal de nouveautés, on a eu de plus en plus d'outils d'automatisation, on a eu l'intelligence artificielle, c'était les balbutiements à l'époque, mais rien à voir avec aujourd'hui où je parle avec une IA finalement qui m'a posé des questions. Mais paradoxalement la vente c'est resté la même chose. Le seul truc c'est que les actions à faire sont les mêmes, mais comme on a plus de technologie, comme on a plus de réseaux sociaux, comme il y a plus de façons de faire finalement, parfois on veut être trop flemmard en automatisant, en faisant appel à l'IA. Et du coup, on fait des actions, mais en les faisant mal, parce que c'est pas parce qu'une IA peut t'envoyer des emails automatisés à 500 personnes ou 1000 personnes par jour que ça va être efficace, parce que ces personnes-là, à force de voir de l'IA et à force de recevoir des chaînes de prospection automatique, elles pètent un câble et tu deviens un neuneu parmi les autres à leurs yeux. Et en plus de ça, parfois, même si tu fais ça plus ou moins à la main et que tu as trop de choix sur comment la contacter, par quel réseau, est-ce que je dois faire ci, ça, et bien ça peut créer une confusion et ça peut te bloquer dans ta prise de décision. C'est pour ça qu'au final, des fois, fait est mieux que parfait et il ne faut pas trop cogiter en vente, il faut réfléchir un petit peu, il faut personnaliser ses approches et être malin, surprendre les gens, mais il ne faut pas non plus te bloquer parce que sinon tu fais rien et au final tu auras beau rester 2 heures comme un con devant ton PC à pas savoir comment contacter quelqu'un, bah des fois il vaut mieux juste prendre ton téléphone ou envoyer un mail plutôt que de ne pas le faire. Hein. On dit souvent fait est mieux que parfait, c'est vrai, donc c'est un petit peu ce que je vois avec l'évolution, c'est qu'on a de plus en plus d'outils qui peuvent être formidables, mais en fait parfois la vente, en tout cas dans son mécanisme profond, ça reste la même chose. Comment j'arrive à capter l'attention de quelqu'un par téléphone, par mail, en créant du contenu pour engager une première discussion avec elle, la faire parler, comprendre ses problèmes, lui poser des questions, et quand elle a le besoin qui est identifié et qu'on a tous les éléments qui vont avec, comment est-ce que j'ai rassemblé un maximum d'informations pour être pertinent et lui faire une proposition qui est en phase et qui la convainc. Voilà. C'est aussi con que ça la vente, en fait, hein, quand je la résume. Donc, les outils qui ont été apportés au fur et à mesure n'ont pas changé cette chose-là. Elles l'ont juste complexifié, elles ont apporté plus de façons de le faire. Mais la vente reste la vente, comme on la faisait il y a 100 ans, 500 ans, peu importe. Quelles sont les erreurs communes que font les débutants en vente et comment les éviter? Mon bon Simon, eh bien c'est parfait que cette question arrive à la fin, puisque j'ai fait une vidéo spécialement sur le sujet que tu peux retrouver juste ici, hein, si en tant qu'intelligence artificielle tu sais cliquer sur YouTube, et si vous aussi, chers humains, si vous êtes toujours là, vous avez le droit de nous rejoindre juste ici, donc je vous dis à tout de suite, salut. Le mec vient de parler 20 minutes avec un ordinateur. Je crois qu'on l'a définitivement perdu. Il est zinzin.